Bienvenue dans le 56cast. Cette semaine, on n'a personne à part Sophie. Ça faisait longtemps. Bonjour. Bonjour Camille. Ça va? C'est pas mal. Et toi? Moi, je suis contente que tu sois là. Enfin, moi aussi. Et avec toi, on va faire une émission spéciale droit à l'oubli. Parce qu'on a essayé de le caser en tant que sujet simple dans une émission. Et en fait, j'arrivais pas. J'ai poussé de tous les côtés, ça rentrait pas. Donc il faut qu'on parle que de ça pendant toute une émission. Sinon, vous allez rien comprendre et je vais être obligée de parler trop vite. Ce qui serait quand même con. Et puis on fera un potager du web sur quoi? Déjà sur des carrés. C'est très mignon, vous allez voir. Et de quoi on ne va pas parler, Sofian? On va pas parler d'une initiative de Google aux États-Unis en fait qui teste en ce moment un petit module qui permet de chatter avec un médecin, voilà, par internet et on peut permettre de leur demander j'ai mal au genou ou là j'ai attrapé Ebola, comment je fais, voilà. Bon, pour l'instant c'est gratuit. Je vomis, docteur. Est-ce que c'est Ebola? Le prochain smartphone de Google, toujours, sera fabriqué par Motorola et aura un écran de 5,9 pouces. C'est-à-dire presque... c'est exactement comme ça. Voilà, donc le but c'était de faire plus grand que les 5,7 pouces de l'iPhone 6 Plus. J'ai juste un message. Arrêtez de faire la course. Franchement, c'est ridicule. Quand c'est trop grand, c'est trop grand. Et puis en plus, maintenant, les gens qui fabriquent des pantalons ont des problèmes et ils font des réunions de crise pour agrandir les poches des pantalons. Ça va trop loin. Le ministère de la Culture français autorise désormais une vingtaine de bibliothèques à proposer un accès aux archives françaises du web, notamment 5 en Outre-mer. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. Les archives françaises, c'est les archives du web français, c'est les copies d'écran de tous les sites, un peu à la archive.org. C'est la BNF qui absorbe l'Internet entier. Et pour l'instant, il fallait aller à la BNF à Paris, et maintenant, on va pouvoir aller à Saint-Denis-la Réunion. Ben, c'est cool. J'y penserai, tiens. Bonne excuse. Bonne excuse pour aller à Saint-Denis. Sinon, c'est officiel, une version de Minecraft est en cours de développement pour Windows Phone. Alors, ce n'est pas un hasard, rappelez-vous, Minecraft appartient maintenant à Microsoft. Oh. Time for Popcorn, c'est le principal clone officiel de Popcorn Time, le Netflix du piratage, avec les guillemets, a été suspendu cette semaine, mais il est réapparu quelque part, cherchez bien. Oui, il sera re-suspendu la semaine d'après et réapparu la semaine d'après. Après l'Oculus Rift, le Morpheus de Sony, après le Gear VR de Samsung, on annonce encore 2 nouveaux casques de réalité virtuelle, tout le monde veut avoir le sien. Il y en aura donc désormais un chez Arcos et un chez Carl Zeiss, la marque d'objectifs d'appareils photo. Et Anna Ster, qui est une américaine, n'a pas pu s'inscrire sur Facebook, non pas parce qu'elle est trop jeune, mais parce qu'elle est trop âgée. Elle a 114 ans. Et sur Facebook, on peut pas. Ils n'ont pas prévu que les gens pouvaient être nés avant 1905. Ouais, moins que 1905. Du coup, elle a dû tricher sur son âge et s'enlever 5 ans. Mentir sur son âge. Demoiselle. C'est vachement bien, je trouve. La classe. C'est comme de vouloir s'inscrire sur Facebook à cet âge-là, déjà. Ouais. Enfin, je soupçonne ses enfants de lui avoir un peu forcé la main. Ouais, mais quand même. Mais si, tu verras nos photos. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre est « On n'a rien compris ». Box approfondit sa stratégie verticale avec MedXT. Alors, Box, je connais pas, MedXT, je connais pas, mais sans doute que des gens connaissent, mais la stratégie verticale, je connais pas, mais je suis quasiment sûre que c'est ridicule, même de loin, comme ça. Et du coup, est-ce qu'ils ont une stratégie horizontale? C'est ça, peut-être leur demander. Bah sans doute, ça devait être celle d'avant. L'horizontale, c'est le passé, le vertical, c'est le futur. Ouais, forcément. L'actu. Donc l'actu, elle date de fin septembre et c'était Google qui a fait une énorme réunion sur le droit à l'oubli. Alors pourquoi c'est Google qui organise des réunions sur le droit à l'oubli d'abord? Pourquoi c'est pas la CNIL ou des gens un petit peu mieux placés a priori comme ça? Eh bien Google dit c'est pas notre faute, c'est vous la justice, c'est la justice européenne qui l'a voulu parce que il y avait une décision donc, qui date du mois de mai de la Cour de justice de l'Union européenne qui opposait un citoyen espagnol à Google. Donc petit rappel des faits, ce citoyen espagnol n'était pas content parce que quand on tape son prénom et son nom dans Google, il remontait à une vieille histoire de saisie immobilière, il avait eu des soucis financiers et ça le faisait chier qu'on continue à avoir cette vieille histoire qui datait de 98 quand même, je comprends, il n'y avait même pas Internet, mais ça se retrouve sur Internet et il voulait... des gens qui ont tapé le journal après pour être méchants. Avec lui. Le journal. Il y avait une annonce dans le journal et ils l'ont tapé juste pour être méchant avec lui, pour le mettre dans l'internet. Oh, ça c'est méchant. Non, mais il y a plein de trucs comme ça de journaux qui mettent en ligne leurs archives après coup et du coup ça fait remonter des pans entiers de l'histoire qui viennent de débarquer sur internet. Et donc lui, 98 c'était vieux, on était en 2014, il voulait qu'on passe à autre chose et il a demandé à ce que Google retire le lien, alors qui désindexe pas totalement la page, mais qui retire le lien au moins quand on tapait le nom et le prénom de ce monsieur. Et la Cour de justice européenne lui a donné raison, alors que tout le monde pensait qu'il allait être débouté. Et non seulement Google devait retirer son cas à lui, mais du coup Google devrait retirer toutes les demandes similaires.
à la condition que, disait la Cour européenne, que l'information en question, dont on demande le retrait, soit non pertinente à la date actuelle, ou obsolète, ou inappropriée. Donc il y a quand même des limites, on ne peut pas faire retirer absolument tout et n'importe quoi. Après, c'est des critères très vagues. Donc Google s'est demandé comment ils allaient pouvoir les appliquer. D'abord, ils ont fait un formulaire, on en avait déjà parlé, où les gens peuvent demander à retirer un lien qu'ils estiment obsolète, etc. Ensuite, quand ils ont vu que ça allait être très compliqué, ils ont nommé des personnalités pour faire un comité consultatif. Alors je crois qu'ils sont une dizaine, peut-être 8, un truc comme ça. Un comité totalement international avec des experts de tous les pays et de tous les champs de domaine qui se relient plus ou moins à ça, pour leur demander de statuer individuellement sur chaque cas pour voir si c'était non pertinent, obsolète ou inapproprié, et le désindexer. Et là, donc, ils sont toujours en train de se chercher plus de légitimité, parce que c'est quand même un sacré boulot sur leurs épaules, quoi. C'est un peu eux qui décident qu'est-ce que les gens trouvent sur Internet ou pas. Ils font des réunions dans plusieurs capitales européennes. Donc, ils étaient déjà dans je ne sais plus quelle ville, à Madrid. Là, ils passent à Paris. Ensuite, ils vont passer dans d'autres capitales jusqu'à décembre. Et à chaque fois, ils font une grosse réunion. Ça dure toute une après-midi avec 8 experts locaux. Et donc là, ils avaient 8 experts parisiens et ils leur ont demandé quelle est votre conception du droit à l'oubli, qu'est-ce que vous pensez du travail que fait Google, comment on pourrait être plus pertinent. Alors, ce qui s'est dit, en gros, en quelques gros points. Premier gros point, il faudrait que vous soyez plus transparents, messieurs de chez Google, parce qu'il y a Google fait déjà des rapports de transparence, tu sais, c'est les États qui demandent... ou les cours de justice. Ou les cours de justice, c'est pour des questions de copyright notamment, quand on tape... C'est quoi les recherches qui sont censurées? Si on cherche un morceau, avec .mp3 par exemple, etc., c'est assez fréquent qu'on arrive, on voit ces fameuses pages, effectivement, sur la page de recherche de Google qui explique que ce lien a été retiré suite à une demande de l'un des ayants droit pour infraction au copyright. Ouais. Voilà. Donc le site, lui, n'est pas désindexé, bien entendu. Enfin, il n'est pas désindexé, il n'a pas disparu d'Internet, mais par contre le lien a disparu. Donc on sait que ça existe, mais il y a un message qui dit que le lien a disparu. Voilà. C'est un peu la même chose que les vidéos YouTube qui expliquent que cette vidéo a été retirée pour infraction au copyright. C'est la même chose, il y a une trace. Et après, Google fait même des rapports en disant tels ayants droit nous ont demandé de retirer tel lien, enfin tant de liens en tout cas en une année sur notre moteur de recherche, et aussi les gouvernements nous ont demandé d'enquêter sur tant de personnes, on a donné des données personnelles et tout ça, donc ils font des rapports assez complets. Et, tous les 6 mois, c'est le Transparency Report tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je crois que c'était tous les ans. Ils sont à fond dedans. Et donc il y avait parmi les experts Emmanuel Parodi, qui est le secrétaire général du GEST, donc c'est le groupement des éditeurs de services en ligne, qui était là pour parler un peu des éditeurs de sites et des éditeurs de presse notamment. Qui dit que les rapports de transparence de Google sont bons, qu'on pourrait faire la même chose pour le déréférencement du droit à l'oubli. Alors il y avait un avis très intéressant aussi de Serge Tisseron, qui est un psychiatre assez télégénique, dont on entend souvent parler, qui dit des choses intéressantes. C'est un peu l'anti-psychiatre qui dit que les jeux vidéo rendent violents, quoi. C'est celui qui dit les choses intelligentes. Qui lui dit, un point de vue très intéressant, que c'est une question d'honnêteté envers l'internaute. Parce que si l'internaute se dit « Ah, je croyais me souvenir que telle personnalité politique, elle avait telle casserole », il va chercher sur Google et il trouve plus d'informations. Il se dit « Est-ce que je l'ai rêvé ou est-ce que ça a été enlevé ?» Et il ne peut pas savoir. Et pour Serge Tisseron, en fait, Internet doit être, en tout cas Google, doit être au moins une base de données fiable. Il faut qu'on puisse compter sur eux et que les gens puissent s'appuyer dessus en sachant si ça a été retiré, si c'était un fruit de leur imagination, est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est la faute à Google, s'ils ne retrouvent plus l'information. Donc on a une petite phrase de Serge Tisseron. Je pense que c'est très important de distinguer l'effacement d'une information et le fait d'effacer l'acte même de l'effacement. Et je pense que peut-être la Cour européenne ne s'est pas suffisamment interrogée sur cette distinction entre effacer une information et effacer l'acte de l'effacement. Voilà. Deuxième gros point, ça c'était toujours une idée de Serge Tisseron, c'est ne pas trop déresponsabiliser les internautes. Parce que si on peut tout effacer sur Internet, ça veut dire qu'on peut tout écrire, a priori. Et qu'on peut tout dire, et qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise sans réfléchir, et on se dit « Oh, c'est bon, je te demanderai l'effacement. » Non, mais en fait, c'était non pertinent, donc... Voilà. C'était non pertinent, donc du coup... Mon opinion était non pertinente, on n'a qu'à l'effacer. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que déjà, on devrait avoir une règle immuable qui dit qu'on ne peut pas demander l'effacement de ses propres propos. On peut demander que quelqu'un d'autre, ce que quelqu'un d'autre a écrit sur nous, mais pas quelque chose que tu as écrit toi-même sur ton blog, ou quelque chose que tu as dit et qui a été rapporté dans un article de presse, par exemple.
Sinon, donc, le droit à l'oubli devient, selon lui, un droit au déni. Et que si on regrette quelque chose qu'on a dit publiquement, en fait, on n'a qu'à dire publiquement qu'on regrette, comme tout le monde. On a grandi, on a changé, et qu'on arrête d'avoir des idées stupides. C'est ça, j'étais con. Voilà. J'étais con, j'étais sous, j'avais 14 ans. En 2017, promis, ça sera plus pareil. Et aussi que la même chose pour les enfants, qu'il ne faut pas accorder le déréférencement systématique des pages qu'on a écrites avant 18 ans, parce que sinon ça serait catastrophique en fait pour le développement psychique de l'enfant, parce qu'il faut qu'il apprenne. Il dit justement, on est dans une période où les enfants savent de mieux en mieux se servir d'Internet, ils commencent à comprendre vachement bien comment ça fonctionne, la confidentialité, la vie privée, les données personnelles, qu'il faut qu'ils fassent gaffe et tout ça, donc c'est pas pour qu'on leur envoie en même temps le message qu'ils peuvent tout dire de toute façon à 18 ans, t'en fais pas, on l'effacera. Voilà. On va faire une petite virgule what the fuck dans ce programme chargé de droit à l'oubli. Voilà. C'était un petit peu express, mais en fait c'était un teaser du potager du web de tout à l'heure. Ça s'appelait Cat Mayhem de Marcus Magnusson, qui a l'air d'être du Nord, ce monsieur. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une sonorité comme ça. Un nom venu du froid. Un nom venu du froid. L'animation donc qu'on a vu tout à l'heure était extraite de l'Animation Sequence Project, un petit concours de vidéos qui a été lancé en 2012 par un studio néerlandais qui s'appelle 60 secondes. Et alors apparemment ils ont un truc avec le seconde, parce que non seulement il s'appelle 60 secondes, mais ils ont voulu lancer un concours où toutes les vidéos ne feraient que 10 secondes. Parce que la règle c'est qu'il faut que ça dure 10 secondes et que ça commence et que ça se termine par un carré de 250 pixels en plein centre de l'écran. C'est des mecs un peu psychorigides, mais en même temps ça donne un exercice très intéressant. Donc un exemple, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'était l'animation Diamond Factory de Darren Baczynski. Donc ils disent dans la règle, entre le début et la fin, pendant ces 10 secondes, le carré peut devenir ce que vous voulez. Une boîte, un personnage, un bâtiment, un cercle, et il peut raconter sa petite histoire. Une histoire, par exemple, comme celle-ci. Bref, faites-en tout ce que vous voulez, tant qu'il redevient carré dans 10 secondes. Ah ça c'était Christian der Nederlanden. Tout ce que vous voulez, tant que ce carré redevient carré dans 10 secondes. Et la prochaine, c'est Art of Noise de Byron Slaybaugh. Ouais, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, il est redevenu carré, donc on est rassuré. Tout va bien, le monde est carré. Le monde est carré. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos de tous les pays du monde, et franchement, ça vaut le coup de les regarder. Enfin, quand on commence, on peut plus trop s'arrêter. Par exemple, cette vidéo turque de Yilmaz Sen. Oh, celle-là, l'espion. Voilà. Et toutes les vidéos sont visibles donc sur le site du projet, c'est animationsequence.com dans la rubrique Entries. Et comme elles commencent et elles finissent toutes par un carré, en fait, il est vachement facile de les mettre bout à bout. Et je crois que c'était un petit peu le principe du concours, c'est qu'à la fin, tu fais une méga compile. Et un carré au bout. Et un carré au bout, et un carré. Exactement. C'est très poétique. Voilà, et ben on peut repartir frais et carré dans sa tête sur le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, on en était où? On en était aux gens qui veulent faire attention à ne pas réécrire l'histoire, et notamment les gens qui travaillent dans la presse. Donc ça, c'était une crainte d'Emmanuel Parodi.
Enfin, nous, en tout cas, on le voit vachement souvent à l'IB, on n'arrête pas de recevoir. C'est devenu vraiment un... C'est vrai qu'on n'avait pas ça avant. C'est devenu, on reçoit de plus en plus de mails de gens qui demandent qu'on enlève tel article parce qu'ils étaient impliqués dans quelque chose et ils ont envie que ça soit un peu enterré et ils nous demandent, alors qu'en fin de compte, voilà, comment on fait comme journal, on va pas modifier nos archives, on va pas modifier Internet, c'est Google qui modifie ce que l'écho qu'il fait de la réalité de l'Internet, mais on va pas modifier la source pour faire plaisir aux gens. Pour un éditeur de presse, c'est vachement difficile de répondre à ça. D'ailleurs, normalement, enfin la plupart du temps, je crois qu'on leur répond que non, c'est tendu pour nous, mais que maintenant qu'il y a le formulaire du droit à l'oubli de Google, faudrait qu'il passe par eux, parce que le principe d'un éditeur de presse, c'est que lui, il est là pour publier des informations, pour faire circuler l'information, que le monde soit le plus informé possible, et que quand quelqu'un veut retirer cette information, au contraire, on se bat pour que l'information reste. C'est ce que disait Emmanuel Parodi. Lui, il défend son droit à maintenir l'information quand quelqu'un demande à l'enlever. Donc d'abord, il faudrait qu'on soit au courant, toujours dans cette optique de transparence. Et puis, il y a une question de neutralité du moteur aussi. Et il disait qu'on nous a tellement vendu la neutralité de Google, de savoir que c'était un moteur de recherche à peu près exhaustif, que quand tu tapes quelque chose, tu as un résultat neutre, transparent et exhaustif de tout ce qu'il y a sur le web en rapport avec ce que tu demandes. Qu'après, il y a des... Enfin, ça devient un outil... transforme cette neutralité... Ouais, c'est ça, ça devient un outil de manipulation et de réécriture de l'histoire. Donc, on peut imaginer que des marques, que des entreprises fassent de même, que les privés et commencent à réécrire aussi le web par rapport à ce qu'elles arrivent à faire passer, en tout cas. Oui, c'est ça. Que la stratégie passée de telle entreprise, oh, c'était pas bien, c'est obsolète, maintenant on pense plus comme ça, donc ça serait bien de pouvoir l'enlever. Enfin, les mots non pertinents et obsolètes sont tellement flous que c'est la porte ouverte à absolument toutes les dérives. Et donc, et vraiment tous les experts insistaient là-dessus. Il faut que ça soit plus transparent et qu'ensuite on puisse avoir notre mot à dire dans l'idéal. Donc ça, c'est Emmanuel Parodi qui explique... ce qu'il aimerait. Alors, à la question « Est-ce que les éditeurs doivent recevoir des notifications ?», le Conseil d'État répond « Oui » et il ajoute que cette notification doit être préalable à la décision prise par l'exploitant du moteur de recherche et doit permettre à l'éditeur de faire valoir ses observations. Et postérieurement à la décision, l'éditeur doit avoir la possibilité de saisir le juge. Alors, je me suis plantée, c'était pas Emmanuel Parodi, c'était Laurent Sitterman du Conseil d'État qui donnait donc l'avis du Conseil d'État sur toutes les questions qu'avait posées Google. Et donc après, on avait aussi 2 ou 3 experts, je crois, qui venaient du milieu juridique et qui ont décortiqué super précisément la décision de la Cour de justice européenne pour en fait en lister toutes les implications auxquelles on n'avait pas pensé. Parce que c'est tellement vague que finalement ça soulève des questions auxquelles personne n'a de réponse et des flous d'interprétation absolument énormes du genre, est-ce que si on a retiré une information parce qu'on l'a jugée obsolète, mais si après elle redevient pertinente et intéressante, du genre quelqu'un qui n'était pas connu, qui a eu des soucis avec le fisc, qui demande qu'on lui enlève, et après il se présente à un mandat public, il veut devenir député ou je sais pas quoi. Là ça devient vachement intéressant qu'il ait eu des soucis avant, et donc ça redevient pertinent. Est-ce qu'à ce moment-là on peut redemander juste à Google de remettre l'information au même comité consultatif? Encore faudrait-il savoir qu'elle existe en plus, cette information. C'est une sorte de cercle vicieux. Mais t'as raison. Comme en plus on la voit plus, elle est plus dans Google, enfin il faut la faire remonter. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se souvienne de cette information. Tu veux dire quelqu'un qui a des archives papier par on n'a pas gommé? Non, ou des archives web qui ne passent pas par Google. Ou qui serait allé en Outre-mer, dans la bibliothèque, chercher le dépôt légal du web. La Réunion. Voilà mon plan. Et donc, demander soit à Google, soit à la justice de réintroduire ce lien. Ensuite, si la personne qui avait demandé à retirer ce lien s'oppose à la personne qui a demandé de réintroduire ce lien, qui c'est qui a raison, enfin ça fait des prévisions de procès à venir absolument complètement folles. Est-ce que c'est bien à Google de s'occuper de tout ça? Et est-ce que c'est bien à Google de s'occuper de tout ça? Il y a plein de gens qui disent que non. Il y a Reporters sans frontières qui dit que c'est pas eux, enfin on leur a un peu mis ça sur les bras, donc on comprend que pour l'instant... parce qu'ils sont la première source de circulation du web aujourd'hui. C'est eux qui sont dans la merde aujourd'hui, mais Reporters sans frontières, il y a la Quadrature du Net qui avait co-signé le papier avec Reporters sans frontières pour dire que c'était pas normal. Je crois que la CNIL avait été invitée à ce débat, elle a pas voulu venir parce qu'elle trouve que c'est mal posé et puis qu'en plus c'est partial, qu'il y a des gens qui font exprès de pas inviter à ces réunions, qu'ils contrôlent ce qui s'y dit, ce qui en sort et tout ça. Peut-être qu'elle boude un peu parce qu'elle voudrait bien le faire, elle, non? Je sais pas si elle voudrait bien le faire, je crois qu'elle s'estimait pas compétente sur tous les points. Enfin, il y a des trucs sur lesquels elle est compétente, il y a des trucs sur lesquels elle n'en est pas. Enfin, il faudrait en fait une sorte de débat
politique dans lequel on impliquerait le G29, le groupe des CNIL européennes, pour penser ça depuis le début. Une agence internationale, amont, quelque chose de très, une sorte d'institution indépendante de droit à l'oubli, et surtout internationale, parce qu'il y a des problèmes. Là, pour l'instant, en fait, ils disaient que c'était même pas un droit à l'oubli, ces experts, mais juste le droit au déréférencement. Le droit à l'oubli, ça devrait concerner tout Internet. Là, on a juste, chez Google, qui n'est pas le seul moteur de recherche, dans un territoire donné, qui est celui de l'Union européenne. Et en fait, c'est un truc super troué, et c'est vachement, c'est juste une entreprise privée, quoi, même si elle est implantée dans beaucoup de pays. C'est des questions qui vont se poser dans le monde entier et partout ailleurs. Et chez les concurrents aussi. Le modèle européen servira peut-être de base pour autre chose, mais effectivement, on peut imaginer qu'il y ait besoin d'une structure interétatique, un truc mondial qui soit justement pas lié aux États, pas lié, je sais pas, pourquoi pas aux Nations Unies ou je ne sais quoi, un truc qui soit pas trop politisé. Enfin, c'est très compliqué comme. Un truc indépendant, oui. Voilà. Et puis d'abord qu'on demande. Qu'on voit comment on fait avec les autres moteurs de recherche, effectivement. Parce que là, il faut demander à Google. Ensuite, on n'est pas parti de Bing. Il faut redemander la même chose à Microsoft. Donc, est-ce qu'il faut demander à Microsoft de s'aligner sur Google parce que c'est Google le leader? Enfin, en attendant, comment on fait, quoi? Parce que ça va prendre... il faudrait un projet qui dure des années comme ça. En attendant, on ne sait pas quoi faire. En attendant, on a débattu pendant 4 heures à Paris. On va redébattre pendant 4 heures à Londres, à Varsovie et je ne sais plus où. Et Google va rendre un rapport en 2015. Et voilà, je crois que la conclusion de tout leur débat, ça va être, écoutez, toutes les questions commençaient par... C'est une question très compliquée. Et toutes les réponses commençaient par « Ah, je n'ai pas la réponse, mais je peux vous dire que ça pose de nouvelles questions ». C'est une prise de tête incroyable, mais passionnante. Est-ce que la bonne technique pour les gens qui sont embêtés par leur passé, etc., c'est pas de faire des choses super cool et super bien pour remonter en haut des recherches de Google avec ces trucs super bien et chasser les trucs tout pourris qu'ils ont fait tu sais que des anciennes requêtes. Tu viens d'inventer le modèle économique des boîtes d'e-réputation. C'est exactement ce qu'elles font. Oui, mais là, pour le bien. Oui, pour le bien. Pas de la fausse réputation. Ouais, et alors moi j'ai une suggestion aussi. S'il y a un truc que tu as fait de mal et que tu veux pas avoir traîné sur Google, peut-être que tu aurais dû commencer par ne pas le faire. Hein? Ouais, mais c'est moins drôle. Comment il s'appelle déjà, le boss de Google? Eric Schmidt. Eric Schmidt. Voilà, il faut rendre à Eric Schmidt la citation d'Eric Schmidt. Si vous avez des choses à vous reprocher. C'est pas la même chose que les élus de droite disent quand ils installent les caméras chez eux? Quoi? Tu me raconteras ça plus tard parce que je vois pas de quoi tu parles. Bon. Que dire? Vous en êtes où? Tu voulais nous parler de FireChat. Je voulais vous parler de FireChat. Mais absolument, je voulais parler de FireChat. Parce qu'on a un petit peu le temps, donc en cette fin d'émission, et je voulais revenir sur FireChat, parce que je me suis fait engueuler par Gatchan sur les forums, qui a eu vachement raison de râler. J'avais dit la dernière fois qu'il y a une application qui cartonne en ce moment à Hong Kong dans les manifestations, qui s'appelle FireChat, et qui permet en fait de communiquer sans capter le réseau téléphone, ni sans avoir Internet. Donc si on coupe tous les réseaux à des fins de censure, on peut continuer à parler avec ça, parce que ça fait rebondir en quelque sorte le réseau d'utilisateur en utilisateur par Bluetooth, à condition qu'on soit à moins de 70 mètres l'un de l'autre, jusqu'à quelqu'un qui serait connecté à Internet. Et cette application, en fait, elle a l'air vachement bien, parce que, comme l'explique un article de reflet.info, si on va sur le site de la boîte qui développe cette application, donc Open Garden, et qu'on trifouille un petit peu l'URL, et qu'on met des paramètres dans l'URL, en fait, on a tous les messages que s'envoient tous les gens dans le monde entier en clair. Pas très sécurisé. Donc, non, c'est pas très sécurisé. Pour un truc anti-censure et tout ça, enfin qui a beaucoup joué là-dessus pour faire ça comme ces dernières semaines, ça craint un petit peu. Donc ils ont posé la question au cofondateur de la boîte qui s'appelle Misha Benoliel et qui a l'air de totalement assumer puisqu'il répond sur Twitter, je cite, « Les conversations sont publiques pour informer le plus grand nombre comme sur Twitter ». Donc en fait, le mec, il se prend pour le nouveau Twitter, sauf que c'est marqué absolument nulle part sur son application. Enfin, c'est juste il faut qu'il assume ce modèle-là à ce moment-là, quoi. Pas qu'il promette quelque chose qu'il ne fournit pas. Oui, voilà, c'est la petite idée qu'il a eue quand on l'a accusé, quoi. Et donc je suis allée vérifier si c'était vraiment assumé. Sur la page de l'appli Android, il y a quand même marqué, dans la description de ce que fait l'application, ces groupes de discussion en direct sont anonymes. Voilà. Donc c'est l'anonymat accessible librement sur un navigateur internet. FireChat. Que dire de plus? FireChat, quoi. On les aime beaucoup. Non mais je suis un petit peu dépitée quand même. C'était un. Mais le modèle est intéressant. Peut-être qu'il sera repris par une autre. C'est un modèle de par une autre entreprise ou par une autre boîte qui va monter quelque chose de vraiment. Dans leur bot.
de vraiment fermer, parce qu'effectivement ça peut vraiment servir, et le modèle qui se diffuse par Bluetooth jusqu'à une connexion Internet, on finit toujours par arriver à une connexion Internet en gros, surtout quand on est en ville. Mais il faut aussi commencer par une connexion Internet pour pouvoir télécharger l'appli. Voilà. Parce que c'est vrai que là ils vendent ça un petit peu comme vous êtes au fin fond de la Cambrousse dans un pays, dans une dictature et vous ne pouvez pas accéder à Internet, bah utilisez FireChat. Et comment j'ai fait comme maman. Voilà, on va finir par des poils pour la petite touche de bonne humeur. Voilà, Chouchou avec des poils, et ceci est un chien qui aime la douche contrairement à tous les autres chiens. C'est filmé par Toubou Marie 010. On dirait une pub pour un gel douche un peu quand même. C'est un peu. C'est complètement ça. Non mais la musique est trop bien trouvée. En fait, le secret des vidéos, faut que je recommence mon enquête sur les vidéos d'animaux qui cartonnent. Tout est dans la musique. Tout est dans la musique. Enfin, énormément de choses en tout cas. Eh bien, cette émission est finie. Merci Sofian. Merci Camille. Et à la semaine prochaine pour parler des requins. Oui.